Chers téléspectateurs d'Africab Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons Droit. Nous avons aujourd'hui le plaisir et le privilège de nous entretenir avec M. Aïdara Ibrahima. M. Aïdara, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Nous allons aujourd'hui nous entretenir sur le thème la Poste et les NTIX comme outils de réconciliation nationale. Mais avant cela, nous allons présenter brièvement votre parcours. Vous êtes ingénieur réseau et télécom de formation de l'École supérieure de génie informatique de Paris. Vous avez été directeur associé de General Computech, une société spécialisée en informatique au Mali également. Et vous êtes aujourd'hui président directeur général de la Poste du Mali. Mais avant cela, vous avez eu à occuper des fonctions également dans l'administration. Vous avez été directeur du département infrastructure et sécurité à la cellule d'appui à l'informatisation des services fiscaux et finances. Financier, oui. Vous avez été chef de section système et sécurité également. Vous avez été responsable IT au ministère de la Réconciliation nationale dans le cadre du programme AECOM USAID. Haïti, oui. Vous avez été également chargé de mission auprès du ministre de la Réconciliation nationale, entre autres choses. Donc, sans plus tarder, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer qu'est-ce que la Poste? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par la Poste dans un premier temps? Et qu'est-ce que également aussi les NTIX? Merci, M. Sey, de cette invitation. Pour répondre clairement à votre question, d'abord, je commence par l'éthique. L'éthique, de façon générale, en fait, c'est tout ce qui est outils, et j'entends par outils matériels et logiciels, qui rentrent dans tout ce qui est traitement, stockage, échange et transmission de l'information. Donc, ça peut être au niveau informatique, comme ça peut être au niveau télécom. Et au-delà de ça, la Poste, qu'est-ce que c'est que la Poste? Vous savez, la Poste est très vaste. La Poste, ce que je dirais que c'est d'abord un service public. C'est d'abord ce qu'on appelle un service social de base, au même titre que l'eau ou l'électricité. Et je définirais la Poste par ses missions. Aujourd'hui, nous, au niveau de la Poste, l'État nous a confié deux missions principales. La première, c'est ce qu'on appelle le service postal universel. Et la deuxième, c'est les services financiers postaux. Donc voilà globalement les deux missions. Peut-être on aura l'occasion tout à l'heure de rentrer dans les détails. Voilà principalement les deux missions que l'État a confiées à la Poste. Donc on peut dire aujourd'hui que la Poste a pour mission d'assurer un service universel sur l'ensemble du territoire à travers le service postal universel et les services financiers postaux. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre par service postal universel et qu'est-ce qu'il faut comprendre par service financier postaux? Alors, le service postal universel, en fait, c'est de permettre à chaque citoyen, en fait, notre mission, c'est d'assurer l'égalité entre les citoyens, je dirais, entre guillemets. Le service postal universel, c'est de permettre à chaque citoyen sur le territoire, ou qui se trouve sur le territoire, de pouvoir échanger à la fois au plan national et au plan international avec des correspondants à moindre coût, vraiment à des coûts bas. Et au même tarif partout sur le territoire. Par exemple, lorsque vous envoyez un courrier de Bamako à Ségou, un courrier de même grammage, je dirais de même poids, si vous êtes à Kidal et que vous allez envoyer le même type de courrier à quelqu'un qui se trouve à Tombouctou, vous allez payer le même prix. Ou quelqu'un qui se trouve à Bamako, vous allez trouver le même prix. Et nous devons tout faire pour que justement tous les Maliens puissent avoir accès à ce service-là. Donc, que ce soit des échanges par courrier, comprenez naturellement qu'il y a les lettres, il y a les colis, il y a ce qu'on appelle aussi les petits paquets. D'accord. Voilà. Et pour la partie financière, parce que vous avez parlé aussi du service financier. Alors, le MS, pareil, le service financier,
postaux. C'est aujourd'hui aussi, c'est d'accompagner l'État dans ce qu'on appelle l'inclusion financière. Vous savez, autant à travers le service postal universel, nous avons à permettre aux gens d'échanger partout sur le territoire, autant au niveau des services financiers, il s'agit pour nous d'amener l'ensemble des Maliens à intégrer ce qu'on appelle le système financier classique. C'est de l'inclusion financière. C'est aujourd'hui, si vous regardez, le taux de bancarisation au Mali est extrêmement faible. Si ma mémoire elle est bonne, les derniers chiffres ne nous donnent même pas plus de 15% de taux de bancarisation au Mali. Il s'agit aujourd'hui pour nous d'accompagner aussi l'État dans ce processus-là pour que tous les Maliens puissent avoir accès à ces services classiques. Pour que tous les Maliens, de là où ils se trouvent, par exemple, puissent disposer d'une carte bancaire pour pouvoir faire, par exemple, des achats en ligne, pouvoir faire des petits prêts pour développer leur commerce, pouvoir accéder tout simplement aux services bancaires classiques, notamment l'épargne et autres. Donc, c'est un peu ça notre mission. Et encore une fois, à des coûts relativement modestes. D'accord. Maintenant, quand vous parlez de ça, j'ai envie de vous dire, sans citer de marque, sans citer qui le fait exactement, mais on sait qu'il y a des opérateurs de téléphonie qui, de toute manière, permettent aujourd'hui de transférer plus ou moins de l'argent et un peu partout au Mali, en tout cas, dans une bonne partie du territoire. Donc, je ne sais pas si c'est une concurrence à ce moment-là qui devra être faite entre ces opérateurs-là et vous, opérateurs, pour le bien public, ou si c'est plutôt quelque chose qui va venir en complément d'une solution qui va être proposée, qui va permettre au plus grand maximum de Maliens de pouvoir justement accéder aussi à ces services-là, parce que les cartes bancaires et pouvoir faire des achats, par exemple, sur Internet, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais tout le monde a besoin que quelqu'un lui envoie de temps en temps un peu d'argent pour pouvoir faire face à certaines difficultés quotidiennes ou autres. Donc, est-ce que vous pouvez me répondre peut-être par rapport à ce point-là précisément? Oui, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le mobile money qui s'applique un peu partout. Donc, les opérateurs télécoms utilisent beaucoup ce service-là. Mais il faut comprendre que ce service a ses limites. Ce service, aujourd'hui, c'est vrai, certes, permet de transférer de l'argent très vite et très rapidement. Mais d'abord, il y a un problème de coût. Ce service-là coûte extrêmement cher. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, il y a la question de fiabilité qui se pose. Parce que c'est de l'argent qui se transfère par un simple numéro de téléphone. Et bien sûr, naturellement, vous allez me dire, il y a un code pour retirer l'argent, etc., etc. Mais on n'est pas sûr de l'identité de la personne qui est derrière. Et justement, nous, les solutions numériques que nous utilisons pour le transfert d'argent vont au-delà de ça. C'est toute la sécurité, la sûreté qu'on nous impose qui fait que nous pouvons transférer cet argent-là de façon sécurisée. Mais au-delà de ça, je ne vois pas ces opérateurs-là comme des concurrents, au contraire. Parce que vous savez, aujourd'hui, on ne parle même plus de bureau de poste à notre niveau. Nous parlons de point d'accès au service postal. Ça veut dire tout simplement que l'idée, en fait, d'ailleurs c'est ça, notre vision d'ici fin 2021, c'est d'arriver à donner le réflexe poste aux Maliens. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'il faut qu'un Malien, quand il se réveille le matin, se dise je suis capable de faire mes différentes opérations dans un bureau de poste à proximité. Et donc ces différents opérateurs dont vous parlez, aujourd'hui nous travaillons avec ces opérateurs-là. Quand vous arrivez dans un bureau de poste, et c'est ce qu'on va vulgariser et généraliser, quand vous arrivez aujourd'hui dans un bureau de poste, vous êtes capable justement de faire ces transferts mobilement. En termes de coût, est-ce que vous serez moins cher? Et c'est là où je vais en venir. Donc c'est au-delà de ces services-là, vous avez aussi ce qu'on appelle les services post-transfert que vous pouvez faire, qui sont moins chers que tous les services de transfert de la place. Encore une fois, c'est notre mission. C'est de l'inclusion sociale. Non seulement on est moins cher et plus sécurisé. Parce que même pour faire des retraits, il faut se présenter devant un bureau de poste avec des pièces d'identité, avec toute la vérification qui va avec, pour toucher son argent. Et au-delà, nous donnons justement le choix à l'usager. Nous donnons le choix à l'usager. Quand un usager se présente dans nos bureaux de poste, dans nos locaux, il a le choix d'utiliser les services de la poste, notamment post-transfert ou autres, mais aussi le choix d'utiliser les services des opérateurs aujourd'hui qui font
le transfert d'argent, qui sont assez limités. Parce que je vous donne, je vous rappelle que au-delà ces opérateurs agissent surtout sur le plan national et peut-être dans quelques pays de la sous-région. Mais imaginez que vous avez envie d'envoyer de l'argent en Australie, ça devient très limite. Ah, la Poste peut faire ça aussi? Ben, la Poste, c'est partout dans le monde. Post-transfert, ce n'est pas une solution que nationale. C'est une solution partout sur le territoire. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Notre mission, c'est de permettre aux citoyens de pouvoir échanger avec tous les citoyens du monde, avec des correspondants au niveau national, mais aussi au niveau international. Et ces échanges passent naturellement par l'échange de courrier, mais aussi par le transfert d'argent. Mais, poursuivant, est-ce que, justement, il ne faut pas beaucoup plus de postes à ce moment-là et un peu partout? Parce que les points d'accès dont vous parlez, est-ce qu'il y en a, je ne sais pas, je donne un exemple comme ça, hein. Est-ce qu'il y en a à Taoudéni? Est-ce qu'il y en a à Kidal? Alors, vous savez, la Poste avait pris du temps avant de prendre le train du numérique. Ça, j'ai eu à plusieurs reprises à l'expliquer. Aujourd'hui, nous avons mis en place un programme sur 3 ans, 2019, 2020, 2021. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en fin 2021, l'objectif, c'est de donner le réflexe poste aux Maliens. Et dans ce programme-là, nous avons ouvert plusieurs chantiers. D'abord, nous avons intégré naturellement le numérique. Et à chaque phase, nous avons non seulement intégré le numérique pour booster nos activités, mais aussi pour créer de nouveaux services pour les clients. Et au-delà de ça, nous avons intégré tout ce qui concerne la rénovation de nos infrastructures. La Poste est une structure qui n'a pas beaucoup d'argent et qui travaille de façon, qui essaie de mettre en place des financements intelligents à travers des partenariats pour rénover ces bureaux de poste. C'est pour ça notre objectif, c'est que d'ici la fin du premier trimestre 2021, nous voulons finaliser avec la rénovation de tous nos bureaux de Bamako. Donc au moins chaque commune sera dotée d'un bureau de poste flambant neuf, mais aussi des capitales régionales. Ça, c'est une première phase. Une projection. Ce n'est pas une projection, c'est une réalité. On est là-dessus. Mais à l'état actuel, vous êtes dans combien de communes à peu près? Aujourd'hui, on est partout. En fait, la Poste malienne a le réseau physique le plus important du Mali. Même comparé au réseau bancaire. Aujourd'hui, le réseau bancaire, qui est un réseau physique d'agences, le plus important, en a 60 comme agence, à 60 agences. La Poste double ce chiffre-là. Mais il faut aujourd'hui rendre ces bâtiments-là accueillants. On a dit aussi que c'était un outil de réconciliation nationale. Naturellement, parce que si vous regardez un peu notre mission, c'est ce que j'ai expliqué depuis le départ. Vous savez, cette phase de transition a pour mission de poser les fondements et les fondations d'un Mali nouveau. Et vous savez, l'une des frustrations que connaissent les Maliens aujourd'hui, c'est de se sentir délaissé par l'administration publique. Vous savez, quand on est à Bamako, c'est facile d'accéder à l'administration, au service de l'administration publique. Que ce soit d'ailleurs l'État central, les services de l'administration centrale ou les collectivités. Mais plus vous partez au fin fond du pays, plus ça devient compliqué. Un exemple, quand l'État dit demain, l'État met en place un fonds pour les jeunes et les femmes, vous verrez que le taux d'accès des jeunes dans les grandes villes est beaucoup plus élevé que ceux qui se situent dans les zones rurales. Comment vous coordonnez ça avec les NTICS? Justement, avant d'arriver aux NTICS, ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire que c'est cette incohérence que justement la Poste veut corriger. Vous savez, la Poste doit être le prolongement de l'administration sur le territoire. La Poste a l'obligation d'être partout. Et donc, c'est cette connexion que nous voulons montrer à l'État pour dire qu'aujourd'hui, le guichet unique de l'administration publique doit être à la Poste. Par exemple, si on a besoin un exemple, tu as besoin d'établir un acte administratif, par exemple, le volet 3 de ton acte de naissance. Si tu habites à Bamako et que tu es né, par exemple, à Farabougou, ben, il te faut te rendre à Farabougou pour aller chercher ce document-là. À défaut, tu vas passer par des petites combines, c'est-à-dire appeler quelqu'un sur place qui va passer par la corruption pour obtenir le document. Ben, la Poste, justement, peut lutter contre la corruption et assumer ce rôle-là. Par exemple, si demain on dit qu'on peut passer par la Poste, justement, pour faire cette demande,
Il suffit de déposer son document dans un bureau de poste, 72 heures après, tu viens chercher ton document. Ça a deux avantages. D'abord, un, ça permet aux citoyens de ne pas avoir à se déplacer ou à payer plus. Il ne payera que le coût de son document, comme si il était sur place. Et comme deux, il ne sera pas obligé d'être en face d'un agent de l'administration publique qui va peut-être souvent l'amener à payer pour accélérer son document. Il a un délai, il dépose son document, après ce délai, il vient récupérer son document. Mais la Poste a vocation à le faire. Mais est-ce que l'État, parce que, bon, je vais vous poser une question en deux volets. Déjà, premièrement, quelle est la forme juridique de la Poste au jour d'aujourd'hui? Et comment l'État peut aider également en ce sens-là? Parce que vous avez peut-être des moyens, mais est-ce que vous avez tous les moyens de votre politique? Est-ce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas aussi, d'une manière ou d'une autre, dans le cadre justement de ce processus de réconciliation qui est actuellement posé, avancer plus vite vers ce retour de l'administration dont on parle, parce que ce n'est pas simplement la police ou la gendarmerie, ni les hôpitaux. C'est carrément l'administration. C'est aussi la Poste. Bien sûr. Donc, quelle est la forme juridique et comment l'État peut peut-être aider dans ce sens-là pour une meilleure prise en compte? Bon, il faut dire aujourd'hui, la Poste est un EPIC, ce qu'on appelle un établissement public à caractère industriel et commercial. C'est-à-dire que nous sommes une entreprise publique, mais qui n'a pas tous les moyens pour mettre en œuvre sa politique. Si je parle de moyens, je parle même au plan juridique. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'initier des documents dans ce sens pour changer la forme juridique de l'entreprise et donner plus les coudées franches à l'entreprise pour pouvoir bouger davantage. Parce qu'aujourd'hui, le secteur est ouvert à la concurrence. Mais là où il y a une incohérence, c'est qu'aujourd'hui, non seulement le secteur est ouvert à la concurrence, l'opérateur n'a pas été suffisamment préparé, c'est-à-dire l'opérateur désigné, l'opérateur historique qui est la Poste, n'a pas été préparé à cette concurrence, mais en plus, les textes bloquent. Aujourd'hui, l'une des premières choses que nous demandons aujourd'hui à l'État, c'est justement d'accélérer, c'est de la célérité dans le traitement des dossiers qui permettent de réguler et d'organiser le secteur. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, n'importe qui peut s'installer dans le secteur et concurrencer la Poste. Sans autorisation ni rien du tout. Il n'a même pas besoin d'autorisation. Parce que d'abord, on a cassé le monopole de la Poste et ensuite les textes qui permettaient au régulateur d'assumer son rôle de régulation et dire qui peut s'installer ou qui ne peut pas s'installer dans le secteur, ces textes aujourd'hui sont bloqués au niveau de l'État. Il y a besoin de faire bouger ces textes-là et les faire adopter. Et aujourd'hui, il faut dire que avec les nouvelles autorités, et particulièrement avec le nouveau ministre, a été très sensible à ce discours-là, qui est prêt vraiment à accompagner la Poste dans ce processus-là. Mais il y a besoin d'accélérer. D'abord, il y a besoin d'assainir le secteur à travers l'adoption des textes. Excusez-moi, quand vous dites le nouveau ministre, par rapport à la communication, votre ministère de tutelle ou par rapport à la réconciliation nationale? Non, je parle de notre département de tutelle parce que c'est notre département de tutelle qui doit introduire ça. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'abord d'assainir le secteur à travers des textes juridiques qui organisent et qui permettent aux régulateurs aussi. Parce qu'il faut savoir, il faut que tous les acteurs puissent jouer leur rôle. Et quand on parle d'acteurs dans le secteur postal, il s'agit de l'État, il s'agit du régulateur, il s'agit des opérateurs. Et quand vous parlez, vous dites que, par exemple, il y a des entreprises aussi qui sont qui le font aussi, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous avez une idée, c'est-à-dire de la concurrence, au-delà du fait que le secteur, justement, n'est pas régulé? On a une idée très claire de la concurrence. Par exemple, nous avons des documents que nous avons produits dans cet esprit-là. Et d'ailleurs, le régulateur, qui est la MRTP, a produit des documents dans cet esprit-là. Vous avez des gens qui sont installés normalement et vous avez d'autres qui font de la concurrence déloyale, carrément déloyale. C'est-à-dire qui sont informels. Par exemple, je prends le cas des transporteurs qui sont interdits de transport mixte, mais qui aujourd'hui ont carrément installé des bureaux de colis pour transporter les colis. Oui, mais la population ne sait même pas que c'est interdit, ça, c'est ça le problème. Oui, mais tout ceci, ce n'est pas la mission de la Poste, c'est la mission du régulateur. Et le régulateur aussi a besoin justement qu'on lui mette dans les conditions pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle. Et c'est de ça dont on parle. C'est pour ça que je parle d'adoption de textes. Parce que là, on est beaucoup l'éthique, sur aujourd'hui, nous avons la Poste à intégrer l'éthique. Et l'éthique aussi, justement,
permettent non seulement de rapprocher les administrés des administrations, parce que nous, c'est notre rôle, nous voulons créer des guichets uniques de l'administration dans nos bureaux de poste et permettre aux citoyens de pouvoir faire leurs demandes de documents administratifs à partir des bureaux de poste. Nous voulons travailler avec d'autres administrations publiques pour tout document. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous pouvez acheter dans les bureaux de poste vos polices d'assurance, par exemple. Et autres. Donc, nous sommes en travail. Maintenant, l'éthique, aujourd'hui, nous l'avons intégrée, je l'ai dit. Nous l'avons intégrée parce que l'éthique, il faut les voir sous 3 aspects, sous 3 couches. Ça, c'est quand je matérialise un peu l'utilisation d'éthique. La première couche, c'est d'utiliser l'éthique pour accélérer les métiers existants. Par exemple, vous êtes dans le domaine du journalisme, vous allez utiliser l'éthique par exemple, pour vous mettre sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Africa était visé peut-être à la télé, mais aujourd'hui, vous allez utiliser l'éthique pour être présent sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, etc. Donc là, vous allez utiliser l'éthique pour booster votre activité. Ensuite, la deuxième possibilité d'usage d'éthique, c'est les utiliser pour créer de nouveaux métiers. Par exemple, vous allez créer un web TV, par exemple, vous allez créer des services en ligne, etc., qu'on ne pouvait pas créer avant, parce qu'il n'y avait pas le numérique. Et puis, le troisième usage qu'on peut faire d'éthique, c'est naturellement la création d'emplois. Il y a des nouveaux métiers qui sont créés. Et par exemple, quand on dit on crée un ingénieur réseau, un administrateur système, etc., c'est des nouveaux métiers qu'on crée qui n'existaient pas avant l'éthique. Donc, voilà les 3 éléments, à mon sens, quand je schématise, qui rentrent dans l'éthique. Maintenant, chez nous, nous avons utilisé les 2 premières couches. Aujourd'hui, nous avons utilisé la première couche qui est d'accélérer, d'optimiser nos activités existantes. Aujourd'hui, au niveau de la Poste, nous avons des outils qui nous permettent, nous avons intégré le numérique qui permet, par exemple, parce qu'on travaille beaucoup avec les entreprises privées, publiques ou les entreprises de façon générale, qui permet à ces entreprises, par exemple, de suivre et de traquer leur courrier de bout en bout, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau international. Nous avons intégré le TIC naturellement pour réinformatiser toutes nos activités, etc. Nous sommes là-dessus, on y travaille. Mais le troisième volet dont vous parlez, et moi je trouve est très important aussi, parce que quand vous dites créer des emplois, qu'est-ce qui peut peut-être aider dans le cadre de cette coordination entre la Poste et les NTIC, ou les NTIC même uniquement, créer des emplois, parce qu'on sait que c'est une problématique générale. Il y a peut-être un manque aussi de compétences, peut-être qu'il faut aussi de la formation, mais dans tous les cas de figure, comment arriver à employer aussi dans ce sens-là, parce que quand on parle de réconciliation nationale, la sécurité financière en fait aussi partie. Bien sûr. Alors, vous savez, moi, je vois, parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on oublie le contexte. Pour moi, le contexte actuel, nous sommes dans la transition. La transition, peut-être, n'a pas pour rôle, à mon sens, de créer de l'emploi. Mais la transition a pour rôle de créer les conditions qui vont permettre justement au futur... De poser les bases, quoi. De poser les bases, on va dire, pour permettre dans le futur, justement, à des autorités nouvelles de créer facilement. Et donc, pour répondre à ce que vous avez dit, c'est qu'aujourd'hui, pour la question de création d'emplois, aujourd'hui, nous avons nos projections. Si la Poste joue pleinement son rôle, mais la Poste va créer de milliers d'emplois. C'est ce que les gens oublient. La Poste va créer de milliers d'emplois. C'est pour ça que parce que nous avons besoin de couvrir le territoire. Oui. Nous parce avons que les besoin facteurs, de couvrir le territoire. par exemple, il y a des pays, de manière comparative, pays qu'on dit développés, on va dire que la personne la plus aimée dans ces pays-là, généralement, on dit c'est le boucher, après c'est le facteur, après c'est le boulanger, etc. Après c'est une question de culture. Mais moi, c'est rare, j'ai déjà vu, peut-être quelqu'un en vélo passer, mais c'est rare que je vois un facteur. Donc est-ce qu'on a des facteurs au Mali? Si oui, où sont-ils ou comment sont-ils visibles? Et deuxième question qui est dans la même lignée, les courriers de l'administration, par exemple, quand on parle des ministères, des mairies, est-ce que ces courriers-là, qui sont normalement de la prérogative de la Poste, sont assurés par la Poste ou sont assurés par d'autres services connexes qui ne sont pas la Poste? Alors, justement, pour revenir à la première question,
Vous savez, nous avons lancé un peu une petite étude interne pour essayer de déterminer là où nos faiblesses et un certain nombre de choses. Vous savez, la poste malienne aujourd'hui fonctionne beaucoup, et d'ailleurs nous avons triplé nos chiffres à ce niveau-là, fonctionne beaucoup avec l'international. C'est pour ça, quand il y a fermeture de frontières, et surtout avec la France, nos chiffres baissent considérablement. Et au Mali, nous avons beaucoup de facteurs. Ne serait-ce qu'à Bamako, j'en ai une centaine. J'en ai une centaine. Mais nos facteurs ne sont pas forcément tout le temps équipés des tenues où ils sont visibles. Mais très souvent, ils sont sur des motos qui sont à nos couleurs et ils sont beaucoup plus dans les administrations. Ça, les administrations publiques et les entreprises privées. Donc rarement dans les domiciles. C'est pour ça que les gens ne les voient pas. Mais nous-mêmes, nous recevons régulièrement. Personnellement, je reçois régulièrement des coups de fil, des amis qui me disent « Ah tiens, mais ils sont surpris que maintenant la Poste les appelle, viennent les livrer, etc., etc. » Nous avons énormément amélioré nos services à ce niveau-là. Mais malheureusement, si on regarde au plan national, aujourd'hui, le Mali, la Poste malienne fait zéro courrier. Zéro courrier. C'est-à-dire? Et je vous l'explique. C'est qu'aujourd'hui, pour envoyer des colis à l'international, nous avons triplé les chiffres. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Aujourd'hui, de plus en plus, nous avons la confiance de nos usagers. Recevoir des colis de l'international, nous en recevons énormément. D'ailleurs, avec la France, on tourne autour de 15 000 colis par an. Mais envoyer un colis d'un point A à un point B sur le plan national, aujourd'hui, nous sommes à zéro. Par exemple, envoyer de Bamako à Ségou. Aujourd'hui, parce que nous avons fait ces statistiques en interne pour voir un peu. C'est vrai, l'international, on gagne plus, mais au niveau national, certes, c'est un peu social, mais nous souhaitons justement que les usagers reviennent sur ce plan. Et donc, c'est pour ça que nous avons fait ces analyses-là pour regarder. Et nous sommes justement en train de travailler à créer cette politique de proximité. Excusez-moi de vous couper. Comme l'émission arrive presque à terme, je voulais vous poser une question dans la même idée, parce que j'ai regardé votre site internet et j'ai vu un service, j'ai eu deux services qui m'ont interpellé. Si vous pouvez me répondre peut-être rapidement, effectivement, là-dessus. La philatélie, c'est-à-dire tout ce qui concerne les timbres. J'ai vu que vous faites des timbres personnalisés. Donc, des entreprises peuvent même se permettre d'avoir un timbre de collection qui pourra être utilisé par X et X services. Mais je ne sais pas s'il y a dans les projections peut-être des possibilités même de timbres numériques. Ça, c'est une autre question qu'il faudra se poser. Mais j'ai vu également, en plus des timbres, que vous faites un service qui s'appelle BP+. Et j'ai vu pour recevoir vos mails. Et ça, je n'ai pas trop compris. Parce que nos mails, généralement, on les reçoit déjà dans notre boîte email. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien avec les NTIX qui permettent, ou par rapport aux messages qu'on envoie par opérateur ou par Internet, d'avoir accès au service de la Poste pour que ça soit sécurisé dans le transfert, ou en quoi ça consiste exactement? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, envoyer une lettre, bon, ça ne se fait plus beaucoup, il faut se dire la vérité aussi. Donc, par rapport à ce service-là, comment ça se manifeste concrètement? Et après, si vous pouvez nous donner une citation qui vous marque et que vous a marqué. Et après ça encore, un vœu pour le Mali et pour les Maliens, et nous allons conclure sur ça. Alors, déjà par rapport à la question des timbres, vous avez aujourd'hui parlé de la philatélie. La philatélie, c'est l'art de collectionner justement des objets issus de la Poste. Et petit à petit, ça s'est réduit naturellement aux timbres. Et les timbres, en fait, c'est la collection de timbres sans valeur. Et qui permettent de retracer un peu l'histoire. Moi-même, personnellement, je suis philatéliste. J'aime bien collectionner. J'ai des timbres qui datent de 1980, de 79, que j'ai pu acheter à l'international, aujourd'hui que je collectionne. Donc la philatélie, ça continue chez nous. On continue toujours avec la philatélie. Et justement, même actuellement, nous venons de faire une opération avec la Chine pour marquer un peu les 60 ans de la coopération. Et le service BP+. Voilà, le service BP+, en fait, n'est autre chose. En réalité, quand vous parlez de mail, c'est par l'habit de langage que les gens utilisent le terme mail. Mais il ne faut pas oublier que le domaine du TIC a emprunté ces termes
d'abord à la poste. Le mail, en fait, c'est la messagerie. Et c'est physique. C'est l'email qui est numérique. Donc, le mail BP+, en fait, aujourd'hui, nous avons restructuré notre offre de boîte postale. Avant, tout le monde devait se rendre à la grande poste et récupérer son mail. Aujourd'hui, nous avons créé trois types de boîtes postales. Il y a d'abord ce qu'on a appelé la boîte pour les particuliers, qu'on est en train de mettre petit à petit dans les communes pour que les particuliers soient plus proches de leur boîte, qu'ils soient plus obligés d'aller à la grande poste. Et nous avons créé le service BP+. Le service BP+, est destiné aux PME. En fait, c'est un service où les PME ont une boîte postale chez nous, mais dès qu'ils ont des courriers, nous les livrons ces courriers-là. Ok. Voyez, et on a un troisième qu'on appelle Socondo. Socondo, c'est un service de boîte postale où on déploie la boîte postale dans l'entreprise. Et ça, c'est destiné aux grandes entreprises et aux administrations publiques. Donc, on déploie la boîte dans l'enceinte de l'entreprise. Et à chaque fois qu'il y a des courriers qui arrivent, on met ça directement dans leur boîte. Ça leur permet de rester accessible 24 heures sur 24, parce que même si l'entreprise est fermée, ben, quand un client veut laisser un courrier, ben, il peut glisser dans la boîte, le matin, il récupère là. Malheureusement, l'émission est arrivée à terme. Donc, si vous pouvez nous donner rapidement... C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de faire l'éventail un peu aujourd'hui des services de la Poste. Mais ce qui est important, c'est que d'abord, il faut comprendre que dans le processus de réconciliation et de refondation, la Poste doit être l'un des facteurs majeurs de rapprochement de l'administration des administrés pour éviter justement ces frustrations que beaucoup de nos concitoyens connaissent. Et s'il y a une citation aujourd'hui qui m'est restée à l'esprit depuis longtemps, c'est une citation d'un de mes anciens ministres qui dit, je cite, « Investir dans la Poste, c'est investir dans l'avenir ». Cette citation est tellement vraie, tellement importante, que si les autorités comprennent que seule la Poste peut assumer le rôle de prolongement naturel de l'administration publique dans les contrées du pays, le pays ne peut qu'y gagner. Et un vœu, enfin, pour le Mali et pour les Maliens, vous avez 20 secondes. Encore une fois, ce vœu, c'est le vœu de la réconciliation et de la paix, c'est le vœu de la concorde et de retrouver, et surtout, de la compréhension entre les Maliens. Merci, M. Haïdara. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Qui fut très instructif. Donc, nous nous donnons rendez-vous, chers téléspectateurs, dimanche prochain dans une nouvelle émission, à la même heure et donc sur la même chaîne. Merci.